Merci beaucoup. Je crois que j'arrive à point pour vous parler effectivement d'intelligence émotionnelle puisque c'est le travail que je fais depuis les années 2000. Donc moi, je suis quelqu'un qui vient de la recherche. J'ai travaillé sur l'apprentissage machine pour ma thèse déjà en 92 avec des réseaux de neurones qui sont les ancêtres du deep learning, donc rien de très nouveau, si ce n'est qu'on a une puissance de calcul monstrueuse maintenant pour faire beaucoup plus de choses que ce qu'on arrivait à faire à l'époque. Je travaille donc, j'ai une équipe de recherche sur la dimension sociale et affective dans les interactions parlées avec des robots, avec des chatbots, etc., des agents conversationnels. Et j'ai eu plusieurs passages dans ma carrière. Le premier a été de m'intéresser donc à ces réseaux de neurones et comment on faisait pour apprendre à des machines des comportements ou à détecter les comportements des humains. Une deuxième partie a consisté à m'intéresser aux émotions, et principalement aux émotions dans la voix, dans le dialogue avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quelqu'un si on n'est pas capable de comprendre ses émotions. Donc les machines ont du travail à faire si elles veulent comprendre le contexte et exactement ce que veut dire la personne. Donc la sémantique est importante avec prise en compte de tout ce qui est le body language, de tout ce qui est la façon dont on interagit avec les gens. Et il y a des chercheurs qui disent 80% en fait de notre interaction avec les autres est liée en fait à des micro-signes du body language ou dans la voix pour faire passer des messages et que cette information, si elle n'est pas prise en compte, on ne comprend pas bien ce que dit la personne. Je me suis intéressée à ça dans des robots. Donc vous allez voir, j'ai défilé tous ces slides sur ces différents travaux. Et je me suis rendu compte, donc troisième étape dans ma carrière, qu'on allait faire n'importe quoi si on ne mettait pas des garde-fous à ces systèmes. On vous balade un peu sur l'intelligence artificielle faible qu'on va mettre au service de tous, etc. Moi, je suis là pour alerter aussi et j'ai quitté mon laboratoire pour parler au grand public et pour dire qu'il fallait faire attention à cette réalité qui était la nôtre, qui n'était pas la super intelligence de demain, qui est aussi de la futurologie, mais qu'aujourd'hui, avec les systèmes qu'on avait, on pouvait bluffer, manipuler et faire beaucoup de dégâts. Donc je suis depuis 2014 impliquée dans les comités d'éthique sur l'IA. Je vois que maintenant ça devient aussi le sujet de tout le monde, formidable, des politiques, des philosophes, de beaucoup de disciplines et de très peu d'experts en IA et très peu de femmes aussi. Donc je suis aussi révoltée par le fait qu'on ne nous laisse pas beaucoup parler. La moitié des discours faits dans les médias actuellement, et merci quand même de m'inviter puisque je suis une femme, sont faits par... donc là, il y a moitié moins de paroles de femmes expertes dans les médias par rapport aux hommes. Donc l'affective computing dont on vous a parlé, c'est en fait le fait de pouvoir... c'est disons, une discipline qui était nouvelle dans les années 97, montée par le MIT, Rosalind Picard, l'équipe de Rosalind Picard, qui continue à travailler, avec laquelle j'ai travaillé. Et c'est l'idée en fait de trois technologies, pouvoir détecter les émotions des humains à partir de ce body language, des informations dans la parole et dans les mots qui sont dits, comprendre et raisonner avec ces informations-là et pouvoir générer des comportements affectifs de la machine qui peut vous dire « je vous aime, vous êtes formidable ». Alors donc, on travaille principalement, nous, sur l'audio. On va chercher dans le timbre de la voix, dans l'énergie, dans le rythme de la parole, dans ce qu'on appelle les affect bursts, qui sont des marqueurs affectifs, le fait de rire, le fait de faire quelqu'un, pour en dire, bon, finalement, j'y crois pas trop à ce que tu viens de me dire. Tous ces signes, on essaie de les déceler dans le flux audio. On voit aussi beaucoup de nouveaux systèmes qui travaillent sur le visuel. On a parlé tout à l'heure d'identification des gens, mais aussi d'identification des émotions à partir de différents systèmes. La physiologie aussi est utilisée. Il y a énormément de systèmes et pour moi, il y a un bluff technologique monstrueux en ce moment, puisque c'est mon domaine. Nous sommes très différents culturellement, nous sommes très différents dans notre façon de réagir et il semblerait qu'il soit possible de faire des systèmes universaux. Non. D'autant plus que les émotions qu'on code dans ces machines sont encore d'une simplicité terrible. On va coder des émotions comme la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la tristesse. Voilà les 6 émotions de Paul Ekman, qui est un des Américains les plus connus sur la détection sur les visages des émotions. Et on est tout sauf que ça.
Les émotions, c'est un processus dynamique. Ça peut être un mélange de plusieurs émotions. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoute au SAMU, par exemple, pour me rendre compte que dans la vraie vie, on peut être attristé et dans une anxiété terrible, et en même temps, on est rassuré parce que quelqu'un vient vous aider. Et on a ce mélange dans la voix. Qu'est-ce que va faire une machine? Et dans le monde dans lequel on vit, on interagit sans arrêt avec ces subtilités. Et ces machines ne sont pas capables de faire ça. Par contre, elles peuvent être très utiles, par exemple, pour aider des gens dans des pathologies particulières, parce que si on sait bien les adapter à la voix d'une personne, ou à une maladie, ou à une pathologie particulière, la maladie de Holter, par exemple, c'est se mettre en colère de façon inconsidérée dans la vie avec différentes personnes. Moi, j'ai travaillé aussi sur les phobies sociales, pour essayer d'aider des gens avec des systèmes de remédiation. Donc, pour tous ces objectifs, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que mon discours est double. À la fois, je suis pro-technologie et je dis en même temps, attention, ne soyez pas trop naïfs. Et surtout, je dis ça aux politiques, soyons conscients des garde-fous à mettre pour l'utilisation de ces différents systèmes. Et effectivement, moi, tout mon travail est basé sur le travail d'Antonio Damasio également, qui dit, nous ne pouvons pas être rationnels si nous ne sommes pas émotionnel. On ne peut pas comprendre l'autre et on ne peut pas réagir et gérer les émotions si on n'est pas émotionnel. 50% des machines demain seront à entrée vocale et c'est exactement ce que je fais. On parle à sa voiture, on parle à son téléphone, on parle à différents objets, à des robots, des agents conversationnels et 50% d'ici 2020 seront peut-être des interactions vocales. Premier ennui avec cela, eh bien, quand vous êtes sur Google et que vous surfez et que vous posez une question à Google, vous avez un ranking, c'est-à-dire plusieurs choix possibles. Bon, certes, on peut dire qu'il y a une manipulation dans les choix. Mais lorsque la machine va vous répondre, c'est elle qui va faire le choix de vous répondre quelque chose. Et là, déjà, il peut y avoir une manipulation. Le terme robot vient de la science-fiction. Effectivement, la science-fiction est très inspirante pour la science et précède la science. Donc, ce mot vient de Robota, une pièce de théâtre donc, en 1920 de Karel Čapek. Un robot, c'est quoi? C'est une machine qui embarque énormément de modules d'intelligence artificielle qui comportent au moins 3 éléments. Les capteurs pour comprendre l'environnement recueilli pour prendre une décision, l'analyse après, pour prendre une décision, et les actionneurs qui permettent d'agir dans le monde réel. Et par contre, la science-fiction, pour ça que j'ai appelé mon livre « Mythe, fantasme et réalité », nous embarque dans du fantasme total. Hall, déjà, dans 2001, l'Odyssée de l'Esprit, dit « j'ai peur, mon esprit s'en va, je le sens » quand la personne essaie de couper ce système. Bon. C'est de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on voit actuellement, en tout cas déjà auprès de patients, auprès de jeunes enfants autistes? Eh bien, des robots comme le robot Nao qui sert en fait de médium, c'est-à-dire que l'enfant parle à travers la machine. C'est pas forcément un face-à-face qui est intéressant à construire. Le phoque Paro est dans 30 EHPAD et hôpitaux en France. Je l'ai vu utilisé par des gens qui les prennent dans les bras. Ça réagit au toucher, à la chaleur et à la voix. Et c'est effectivement visible que la personne est moins anxieuse et réagit émotionnellement alors qu'elle peut être complètement recroquevillée sur elle-même. Donc il y a un fort potentiel à utiliser ces machines. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elles, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'accord, c'est une bonne nouvelle ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé, j'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Donc là, on vous montre un peu la représentation interne du robot. Toutes les machines qui vont interagir avec nous se font une représentation interne pour en créer un profil de l'individu. Que sait-on de ces représentations? Il y a une opacité réelle de ces systèmes. Bon, voilà le point le plus important de ma présentation. Même si ces systèmes sont dits à intelligence artificielle étroite, on va projeter sur ces systèmes de l'intelligence, de l'affectif, etc. de façon très naturelle parce que nous sommes des animaux sociaux. Le aspirateur, par exemple, eh bien, j'ai vu des gens qui le ramenaient chez Darty et qui disaient « je veux le même s'il est cassé, il a un nom, il connaît la maison ».
Allant l'armée, par exemple, les robots qu'on vous avez montré tout à l'heure qui sont téléopérés, eh bien, il y en a certains qui sont des drones terrestres qui sautent sur des mines. Alors, ils sauvent des vies. Eh bien, il y a des militaires qui veulent des enterrements pour ces machines, des médailles de guerre. On parle à son ascenseur, on parle à sa voiture, on va anthropomorphiser, c'est-à-dire projeter sur ces machines qui bougent, qui vont nous parler des sentiments, une conscience et je ne sais quoi. Et donc ça, il faut apprendre en général à tout le monde à réaliser que demain, dans notre environnement où il y aurait énormément de ces objets, il va falloir faire la part des choses et puis savoir aussi celles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles font de nos informations, de nos données. Ceci, par exemple, Hanson Robotics, cette chose qui est un robot qui simule une femme, on va dire, qui a l'apparence d'une femme, est un bluff technologique monstrueux. Aucune interprétation sémantique dans ce robot. C'est prescripté. Et pourtant, elle est montrée partout. Elle va même à l'ONU présenter des informations en disant « nous, les robots, nous aimons l'humanité », des choses comme ça. Insupportable que le monde politique permette cela. D'autre part, elle est citoyenne d'Arabie Saoudite. Et oui, les femmes là-bas n'ont pas beaucoup de droits, mais ce robot est déjà citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quoi. Ici, on voit Ishiguro, le professeur Ishiguro, que je connais bien, parce que moi je travaille dans cet axe de recherche aussi, qui est d'essayer de donner de la parole à des machines, a fait son clone. Donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'à cloner? Cette ressemblance est-elle difficile? Après, on ne saura plus si ce sont des humains ou pas des humains qui vous parlent. C'est déjà le cas au téléphone. Hein. Google Home à un système où c'est une voix humaine qui répond, et j'ai eu la grande surprise de voir que les premiers à réagir à ça, alors qu'on l'a dit et redit dans des comités d'éthique qu'il fallait faire attention à cette frontière entre l'humain et la machine, eh bien ce sont les Américains en Californie qui proposent une loi pour dire aux concepteurs: vous devrez faire quelque chose qui montre la différence entre la machine et l'humain. Vous avez compris, tout l'objectif de cette prise de parole ce matin, c'était de vous dire attention, ces machines peuvent rendre énormément de services, mais il faut contrôler la façon dont elles fonctionnent. C'est pour ça que je me suis impliquée aussi dans des associations internationales comme I3E, qui est une société savante, 400 000 membres, et énormément de pays différents sont impliqués. 4 leviers importants: éduquer les ingénieurs, les chercheurs, les journalistes, les industriels, les politiques, tous à l'éthique. Expliciter les règles éthiques qu'on voudrait coder dans les machines ou ce qu'on voudrait vérifier ensuite, mettre en œuvre des outils pour vérifier que le robot respecte des règles éthiques, avoir un ensemble de réglementations juridiques en cas de non-respect des règles. J'ai fait partie d'un groupe sur l'affective computing, justement, sur se mettre des émotions dans ces machines, qui sont évidemment non conscientes, non émotionnelles, et tout ça est de la simulation. J'aime beaucoup utiliser le terme, non pas intelligence artificielle, mais imitation artificielle, hein, c'est pas du tout de l'intelligence. Et je suis en charge d'un groupe dans I3E sur les normes et standards autour du nudging. Qu'est-ce que c'est que le nudging? C'est la manipulation douce. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous obliger à faire quelque chose, mais on va vous mettre devant le nez des solutions qu'on voudrait vous voir accepter. En utilisant en fait quoi? Les biais cognitifs, la paresse, le fait qu'on ne va pas faire plus loin que la même chose que fait son voisin. Et on va suggérer des choses comme ça. Donc j'ai un nouveau projet sur Dataia, qui est un institut de convergence sur Paris-Saclay, où on parle de bad nudge, bad robot. On fait ce projet en interdisciplinarité, parce qu'il est extrêmement important d'utiliser un grand nombre de compétences. Je travaille avec des économistes et des juristes, et donc des personnes comme moi en computer science et en machine learning, pour essayer d'expliquer que c'est facile de manipuler tout le monde avec ces machines, pour s'en rendre compte, être conscient qu'il faut mettre des garde-fous et commencer à travailler sur des outils d'évaluation de ces différents systèmes. Voilà, je vous remercie. J'ai écrit ce livre pour que tout le monde soit alerté. J'espère que vous aurez l'occasion de le lire ou voir au moins des synthèses sur Internet. Je finissais mon livre par des réglementations possibles, des commandements possibles sur la vie privée, le fait de ne pas mentir, qu'est-ce qu'on veut, une machine qui puisse nous mentir. Vous voyez, le fait d'être dans une interaction vocale ouvre des portes énormes à on ne sait pas quoi si on ne régule pas. Et pour l'instant, rien n'est fait. Merci beaucoup Laurence pour cette intervention.